Salut à tous, bienvenue sur Respublica Universalis. Aujourd'hui un petit vlog au calme pour vous parler de l'Alexiade, écrit par Anne Comnène au XIIe siècle après Jésus-Christ. L'Alexiade donc, ça faisait un petit moment que je pensais à le lire, et j'ai décidé de le lire récemment. Je me suis commandé là pour les vacances, pour faire mon bouquin de ma table de chevet, et comment vous dire, c'est mieux que Game of Thrones, et pourtant j'avais adoré le livre de George R.R. Martin, et il aurait pu lire l'Alexiade et complètement s'en inspirer. C'est un livre d'histoire, l'Alexiade, qui est écrit donc par Anne Comnène. C'est une princesse byzantine du XIIe siècle, c'est la fille de l'empereur Alexis Ier de Constantinople, qui est l'empereur romain, puisque je vous rappelle que l'Empire romain est toujours bien vivant au XIIe siècle, après bien des péripéties, il est toujours là. Justement, cet empire romain, il est à une période charnière de son histoire, juste après la bataille de Manzikert en 1071. Les Turcs ont commencé à sérieusement envahir l'Anatolie et l'Asie, et commencent même à mener des raids en Europe. De l'autre côté, on a un certain nombre d'autres puissances qui en profitent pour essayer de se tailler des royaumes dans l'Empire, qui viennent piller sa richesse. Je rappelle que c'est à l'époque sans doute une des premières puissances mondiales, qui est connue notamment pour sa monnaie, la nomisma, et qui est la monnaie de référence dans le monde, et Byzance est le pays producteur de richesse qui exporte, qui a une influence considérable à la fois sur la culture et sur la façon dont les riches stockent la richesse à l'époque. Pour thésauriser, on fait des objets d'art, et ces objets d'art sont essentiellement achetés à Byzance. Dans cette vidéo, je vais surtout parler d'Empire romain. Byzance, c'est un truc complètement d'occidental. Pour appeler les Romains d'Orient, il suffit de les appeler les Romains, même s'ils parlent grec. D'accord, mais c'est la même chose. Je vous expliquerai dans Historia Universalis. L'Empire, donc, juste après la bataille de Manzikert en 1071, il est en pleine décomposition. Il y a une série d'empereurs assez incompétents qui se sont succédés après la dynastie macédonienne, et qui ont accédé au pouvoir les uns après les autres. C'est coup d'état sur coup d'état, et les grandes familles prennent de plus en plus d'importance au détriment de l'état central. Avant, l'empereur avait son administration, les villes, etc. Il pouvait à peu près contrôler tout le monde. Mais là, les grandes familles, on va dire féodales, du coup, commencent à apparaître et à se battre les unes contre les autres pour le pouvoir. On a les Doukas, les Botaniétes, les Dalacènes, les Comnènes, bien sûr, les Paléologues, etc. Tout un tas de noms qu'on retrouve dans les derniers siècles de l'Empire, ici ou ailleurs. Et Alexis Ier, justement, c'est pas forcément le mec qui vient de la dynastie la plus forte, mais c'est celui qui va réussir à s'imposer grâce à son esprit, grâce à son génie, et des alliances matrimoniales organisées par sa maman. C'est un récit sur la vie de l'empereur Alexis Ier, mais Anne Comnène, elle en profite aussi pour vraiment nous parler de son temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait pas que parler de son papa. Certes, elle fait beaucoup ses louanges, c'est un type génial, réel, mais ce qui est assez attesté vu les résultats. Mais elle en parle aussi sur le ton où elle parle aussi de ses échecs, elle parle de ses compromissions, le fait d'avoir par exemple exproprié les biens de l'église, le fait d'avoir laissé Constantinople être pillé au moment de sa prise de pouvoir. On a quand même un récit qui est un petit peu nuancé, qui fait que ce livre est un récit historique, peut-être même un travail d'historien d'une certaine manière. Anne Comnène, c'est quelqu'un qui essaie de mettre les choses dans leur contexte et de les relativiser un petit peu, d'analyser les faits, d'en tirer une réflexion. Donc on a affaire à un véritable travail d'analyse et d'historien. Et ce pauvre empire byzantin, heureusement qu'il a son Alexis Ier, attaqué au nord par les Péchénègues, les Bulgares, par les Francs à l'ouest, avec Robert Guiscard, gros morceau du bouquin, attaqué à l'est par les Turcs, attaqué par les Vénitiens, par ce qu'elle appelle elle les Scythes. Enfin, c'est un empire en état de siège, en état de décomposition, et qui va être sauvé donc par cet empereur Alexis Ier, grâce à son génie, et va réussir à un petit peu ramasser les morceaux et à refaire quelque chose. Notamment à travers
la diplomatie, la corruption, va montrer aussi comment c'est un grand général en bataille, il y a plein de batailles, il y a tout un récit sur les intrigues de palais, énormément d'intrigues, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle s'intéresse à des choses que normalement les historiens du Moyen-Âge ont tendance un peu à passer. Notamment, bien sûr, elle va s'intéresser au rôle des femmes dans la société byzantine, alors des femmes aisées, hein, surtout. Elle va parler, par exemple, de la mère d'Alexis Ier, qui va exercer des fonctions administratives au plus haut niveau. C'est elle qui va être la régente de l'Empire pendant que son fils est en train de faire la guerre, et ce, pendant quasiment une quinzaine d'années. De nombreuses personnes blâmeraient mon père et sa façon de gérer l'Empire en transférant le pouvoir de l'administration aux femmes et aux appartements des femmes. Mais il comprenait aussi les hautes capacités intellectuelles des femmes et savait que la vertu et leur intellect remarquable, l'énergie dont elles disposaient, il pouvait se permettre ainsi de laisser sa mère prendre les rênes de l'État. Notamment, c'était une femme de grande expérience, qui connaissait la nature de bien des choses, comment chaque chose commençait, et comment réussir à trouver des solutions. Elle savait ce qui était destructif, et elle savait aussi ce qui pouvait les renforcer. Elle était prête à faire ce qu'il fallait faire, et elle était intelligente dans la manière de le réaliser, pour parvenir à ses fins. On a donc à la fois un portrait de dirigeante féminine qui est remarquablement fait. Tous les portraits de manière générale qu'elle fait de ses contemporains sont intéressants. Le seul petit reproche que je pourrais faire au récit, c'est qu'elle a parfois tendance à tomber dans des digressions qui sont interminables. Bon, c'est sa manière d'écrire. Elle vous parle par exemple de l'invasion des Francs, puis elle va enchaîner tout de suite sur un moment du récit de jeunesse de son papa. Parfois on a tendance un peu à s'y perdre. Si comme moi vous êtes passionné par l'histoire médiévale, etc., vous allez adorer. Donc je ne le recommanderais peut-être pas à tout le monde, mais si vous êtes passionné d'histoire médiévale, je vous conseille vraiment un livre qui est un livre d'histoire, mais qui se lit comme un roman. Hein. Vraiment, vous allez voir, vous avez l'impression de lire Game of Thrones ou n'importe quel bon roman, un petit peu à la fois de complot politique et puis ou de récits un petit peu épiques. Il y a vraiment des enchaînements entre la diplomatie, la politique menée au palais de l'administration, la question de l'impôt et de la monnaie qui sont traités. Voilà, c'est très intéressant. Elle est très proche des témoins de l'époque, puisque elle a été mariée à Nicéphore Brienne, qui a failli devenir empereur à la succession d'Alexis Ier. Alors bien sûr, je pense que dans son récit, il y a une certaine... fait l'éloge de son père aussi, en disant « Ah, mon mari aurait peut-être pu aussi être ce modèle qui aurait pu mener l'Empire. » Bon, Alexis Ier Comnène a choisi plutôt son fils pour lui succéder. Et donc on a le portrait d'une période qui est extrêmement intéressante. Un tournant dans le sort de l'Empire byzantin, puisqu'on passe d'un empire centralisé et administré à la manière un peu de l'Empire romain, tel que vous connaissez tous dans sa période plus classique, on va dire, proche de ce qu'il était au Dominat, et on passe plus à un empire qui se féodalise, on va dire, où les grandes familles prennent de l'importance, où les alliances matrimoniales finalement commencent à prendre plus d'importance que le pouvoir de la bureaucratie, de l'administration, où la notion de république commence un peu à s'estomper au profit d'une certaine notion de la propriété privée, dans le contrôle de l'État, dans le contrôle des moyens de l'État, etc. Ce qui avait fait jusque-là la force de l'Empire pendant encore plusieurs siècles après la chute de l'Empire de l'Occident. Vous avez notamment le point de vue des Byzantins sur tous les événements contemporains, et notamment ce qui se passe pendant la première croisade, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. On a confrontation avec quelqu'un qui est très cultivé, qui a encore la culture antique, l'histoire romaine, qui a des références, qui a une bonne connaissance, en tout cas des questions à la fois théologiques et géopolitiques de son époque, et qui nous permet de voir aussi comment fonctionnait cette société byzantine, encore très évoluée, dans un âge où toutes ces structures finalement
ces fameuses structures de l'État commencent un petit peu à dépérir au profit des luttes féodales, des grandes familles, de la propriété privée. Donc un point de vue assez intéressant sur l'État. Voilà, c'est tout pour l'Alexiade. Je vous en recommande la lecture. Vous vous régalerez. Moi je l'ai lu en anglais. Je suis désolé, en français, il est disponible que dans une seule édition qui coûte à peu près un rein. Donc je vous recommande plutôt, si vous êtes anglophone ou hispanophone, et il existe aussi, de l'acheter dans une de ces langues. Je suis scandalisé, en français, on n'a pas d'édition abordable de l'Alexiade. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Donc il faut peut-être même qu'on travaille sur un projet collectif pour essayer d'en faire une version gratuite disponible à tous. Et c'est vraiment dommage parce que ça serait vraiment un récit très intéressant qui pourrait même faire l'objet, je pense, d'adaptation audiovisuelle en série par exemple. Ça serait formidable. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir. C'est vrai que c'est un petit peu différent de d'habitude. J'aime bien parler d'histoire pour parler de sciences politiques, parce que c'est vraiment une matière riche et très vivante. Vous avez là vraiment un livre qui est très intéressant sur la manière de gérer un État, la gestion de crise, un État en plein écroulement, ça menait en pleine dévaluation, des ennemis partout sur cette frontière. Vraiment, c'est fascinant. Fascinant en termes d'intrigue, de diplomatie, même de faits militaires. Hein. On a un empereur suffisamment intelligent pour savoir qu'il vaut mieux pas engager une bataille, qu'il vaut mieux parfois laisser l'ennemi crever de faim. Donc c'est vraiment à lire. Voilà, je vous le recommande chaudement. Je vous fais des bisous à tous, à très bientôt sur Respublica Universalis. On va continuer à travailler sur la dynamique de l'Occident pendant un certain temps, et je vous fais pas de promesses sur ce qui va venir après. J'espérais travailler encore sur l'Historia Universalis sur Rome. Je vous le promets pas, parce que je suis jamais satisfait du format. Voilà. À bientôt.